Bonjour, bienvenue dans 101% du vendredi. Le vendredi, c'est n'importe qui, ça devait être toute l'équipe de Rêves Écrits, mais c'est branleur préfère bouquiner. Quant à notre voix off, j'en parle même pas, il est en train soi-disant de jouer de la guitare. Bon, on sait tout ce qu'il en est. Au programme aujourd'hui, on a quand même des super trucs. On a les sorties animées manga, on a The Place to Be, on a Temps perdu, on a les oubliés de la préhistoire, et on commence par les news. Transformers, la chute de Cybertron, sorti sur console et PC l'été dernier, présentait les circonstances de la fuite des Autobots et des Decepticons depuis leur planète d'origine. Même si le jeu n'était pas exempt de défauts, il présentait une expérience relativement satisfaisante pour les fans de robots transformables. Vous pourrez d'ailleurs en avoir le cœur net avec la critique du jeu, toujours disponible sur No Life Online. Durant le mois de septembre, le jeu s'est offert plusieurs DLC qui permettent aux joueurs de s'essayer à de nouveaux personnages. Après les célèbres Dinobots, c'est au tour maintenant des non moins fameux Insecticons de s'inviter dans le mode multijoueur de la chute de Cybertron. On pourra trouver aussi un Optimus Prime, version rétro, plus proche du design du dessin animé de notre enfance, ainsi que plusieurs armes disponibles pour les modes solo et multi. Chaque pack est disponible pour 800 points Microsoft ou un peu moins de 10 € sur PSN et PC. Dotemu poursuit son travail d'historien sur les plateformes mobiles. Après Another World, c'est au tour de The Last Express de sortir sur iPhone et iPad. Ce jeu d'aventure est sorti en 1997 sur PC et n'avait pas rencontré son public à sa sortie. Trop différent, trop original, il est pourtant aujourd'hui reconnu comme une perle du genre aventure, un ovni que tout joueur se doit d'avoir essayé au moins une fois. Ce projet un peu fou de Jordan Mechner, créateur des cultissimes Prince of Persia et Karateka, soulignait les ambitions cinématographiques de son auteur en utilisant de façon spectaculaire la rotoscopie, une technique consistant à filmer un acteur pour en redessiner par-dessus, à la main, les mouvements. Le résultat, encore aujourd'hui, est assez ébouriffant. The Last Express se déroule en 1914, à la veille de la Première Guerre mondiale, et met en scène une trentaine de personnages voyageant à bord de l'Orient Express. Romance, crime et rebondissements font partie intégrante d'une intrigue qui a la particularité de se dérouler en temps réel. Tout comme un autre classique du jeu d'aventure, Mopiti Island, que l'on adorerait revoir sur tablette tactile. Si vous êtes amateur d'enquête, de jeux d'aventure point and click et un rien féru d'histoire, avec un grand H comme celle du jeu vidéo, on ne saurait trop vous conseiller The Last Express. Kazé a annoncé récemment qu'après un mois d'exploitation, le film de Hosoda Mamoru, Les enfants loups Ame et Yuki, ont dépassé le joli score de 100 000 entrées. C'est une nouvelle réjouissante pour tous les amoureux d'animation japonaise et une belle reconnaissance pour les efforts de l'éditeur et de son distributeur. Les enfants loups racontent l'histoire de Hana, sa rencontre avec un homme loup et comment elle va devoir élever les 2 enfants qu'elle aura avec lui. Cette jolie fable familiale est empreinte de la poésie du réalisateur de Summer Wars et de la traversée du temps. Si vous voulez en savoir plus sur le film, vous pouvez toujours retrouver notre interview récente du réalisateur sur No Life Online. Bon, je remplace Seb qui est parti s'entraîner à la basse. J'ai filé une partition, comme ça va le tenir un bout de temps. Et maintenant, c'est les sorties animées manga. Jun est un adolescent malheureux et déscolarisé. Par désœuvrement, il accepte de recevoir une poupée proposée sur Internet. Rapidement, la petite Shinku arrive dans sa mallette, prête à reprendre vie. Dès lors, Jun ne va plus s'ennuyer. En effet, Shinku et ses sœurs Rosenmaiden ne vont cesser de bouleverser son quotidien avec leurs caprices de poupée, leurs querelles et leurs quêtes pour retrouver leur père. Rosenmaiden est à l'origine un manga du duo Peach Pit, à qui l'on doit notamment le titre Shugokara. La première série animée Rosenmaiden compte 12 épisodes et a été produite en 2004. La deuxième, Rosenmaiden Traumend, a vu le jour en 2005. En 2006, les 2 épisodes spéciaux intitulés Rosenmaiden Overture ont été produits. Leur histoire se déroule entre les épisodes 6 et 7 de Rosenmaiden Traumend et il y est question de la rivalité entre Shinku et Suigintou. «それにしても汚いところね。私が暮らすにはふさわしくないわ。暮らす？不本意だけどそうするしかないわ。
L'univers de Rosen Maiden est avant tout reconnaissable par le chara-design très réussi de ses poupées. À la fois mignonnes, avec des personnalités fortes et très différentes les unes des autres, elles font incontestablement le charme de la série. Toutefois, ne vous y trompez pas, ces poupées en ont dans le ventre. Si elles prennent plaisir à couler ensemble des jours paisibles, elles se révèlent aussi combatives, passionnées et pleines de compréhension. Le diptyque Ouverture, qui narre les aventures de Shinku et de Soi Gintu, est d'ailleurs particulièrement émouvant. Les 3 openings de l'anime sont signés Ali Project, ils apportent à l'ensemble une cohérence musicale, sombre et rythmée à la fois. Récemment, Kazé a réédité l'intégrale de Rosen Maiden dans un coffret au boîtier slim. Si elle a pour avantage d'intégrer au coffret les épisodes Rosen Maiden Overture, qui étaient jusque-là vendus séparément, elle n'apporte absolument rien de plus à ceux qui connaissent ou possèdent déjà la série. Mais pour une trentaine d'euros, c'est aussi l'occasion de découvrir cette série qui, aujourd'hui, est souvent considérée comme un classique du genre. 呪いの人形だけど、とても人形には見えないな。柔らかいし、普通に喋るし、顔だって人間っていうか、どう見ても女の子。何？別に。En 185 après Jésus-Christ, Rome est sous le joug du cruel empereur Commodore, un monarque qui ne jure que par des combats de gladiateurs particulièrement barbares. Devant la décadence de toute une civilisation, Marcia, la concubine de l'empereur, fait appel à une sorcière. Celle-ci va faire voyager dans le temps un groupe de bannières japonais de notre époque. Jetés bien malgré eux dans l'arène, ces assassins et mafieux vont être embrigadés dans un complot qui vise à redonner à l'Empire le sens de la virtus, la droiture, la force morale. Virtus est un manga aussi violent qu'étrange, évoquant plusieurs autres titres seinen. Jepangu pour le voyage dans le passé d'un groupe de dur à cuire japonais, Thermae Romae pour la rencontre entre Empire romain et Japon moderne, et Tough pour ses luttes martiales qui virent au cours d'anatomie. Côté graphisme, les corps musculeux déformables à souhait des protagonistes ne sont pas sans rappeler le travail d'Itagaki Keisuke sur Baki, alors que certains visages semblent inspirés du style de Hara Tetsuo, le dessinateur de Hokuto no Ken. Cependant, malgré ce cocktail prometteur, le manga Virtus s'avère décevant. Le patriotisme japonais et le machisme exacerbé qui s'en dégage en énerveront plus d'un. Et malheureusement, de manière générale, le scénario ne vole pas beaucoup plus haut que cela. Quant aux dessins, ils sont loin d'égaler ceux des ténors du genre. Virtus partait donc d'une idée intéressante, mais ne parvient que rarement à se hisser au-dessus de la simple lecture exutoire. Voilà, c'était animé manga, et pour ce qui est de musique, si jamais ça intéresse des fans de rock, le dernier ZZ Top est super. Je sais pas si quelqu'un connaît Imelda May et Mike Wickfall and the Toxics. Pour ceux qui sont fans de rockabilly et de rock des années 50, ça vaut le coup. Et maintenant, c'est temps perdu. Bonjour, elle est Zooly, votre nouvelle tablette tactile. Maintenant, il va falloir y mettre plein d'applications. Mais alors que faire durant vos heures supplémentaires? Bienvenue au temps perdu, quoi. Un jeu vidéo, c'est évident, a pour but premier de vous distraire en vous faisant, jouer. Mais aussi, à l'instar du cinéma ou de la littérature, ça essaie de temps en temps de vous faire ressentir des émotions. Alors après, c'est plus ou moins réussi, hein. D'ailleurs, puisqu'on parle de réussite, il faut bien avouer que le plus souvent, le sentiment que nous inspire un jeu, c'est la rage. Ah bah oui, par exemple dans Raise the Sun, quand après avoir difficilement slalomé pendant quelques minutes éprouvantes, on se prend un mur, on a la rage. Ok, here we go. Bon, même si ça n'est pas toujours évident, faire rire ou sourire est sans doute l'option la plus facile. Une petite blagounette ici ou là, un design mignon et rigolo, des bruitages qui font pouet-pouet, et hop, le tour est joué. Et dans Lily's Quest 2, c'est ça. Alors oui, c'est sûr, si l'on n'understand pas bien l'anglish, ça marche moyen. Mais bon, entre les tronches des personnages et les animations rigolotes, ça devrait au moins réussir à vous chatouiller légèrement les zygomatiques. Ensuite, grâce à Resident Evil, on sait depuis quelques années qu'un gameplay bancal associé à des chiens qui font péter des fenêtres dans un brouhaha de pixels, ça fait peur. Silent Hill et sa première suite ont même réussi l'exploit de nous plonger dans l'horreur. La vraie, la glauque, la poisseuse. Sur le net, faut bien avouer que c'est quand même moins la fête de la flip.
Alors, lorsque l'on tombe sur le gagnant de la 10e Casual Gameplay Design Competition organisée par l'indispensable site Jace Game, on est content. Enfin, pas très longtemps, vu que très vite ici, malgré les pixels et une durée de vie pas super au top, eh ben on a les jetons. Oui, madame. Voilà. Mais en fait, le plus dur dans un jeu vidéo, c'est sans doute de nous arracher la fameuse petite larme. Bon, si FF6, ah l'opéra, sniff. Et FF7, ah Iris, snoof. Bon, laissez aussi sec que peut l'être un raisin... sec? Oui, non, parce que sinon ça marche pas en fait. Cela fait fort longtemps que je n'ai pas fait ma pleureuse avec un pad en main. En plus, faut bien voir que si un RPG peut se permettre de vous traire les lacrymales au travers d'un long scénario et de personnages attachants, la tâche se révèle tout de même fort plus ardue lorsqu'il s'agit d'un jeu de plateforme réflexion, tout coopératif soit-il. Et c'est pourtant ce qu'a presque réussi à faire le fort sympathique Feusen Mort. Alors oui, on devine à peu près ce qui va se passer dès les premières secondes de jeu, mais c'est peut-être justement cette inéluctable évidence qui fait que, ça marche quoi. Mais bon, sur la toile et ailleurs, d'ailleurs, le sentiment dominant, ça reste quand même l'ennui. Ah bah vie, rares sont les œuvres vidéoludiques qui réussissent l'exploit d'éviter la monotonie. Un gameplay, c'est quand même malgré tout une routine exploitée plus ou moins longtemps, avec de temps en temps une évolution quelconque ou un changement de décor. Prenons ainsi Jack Smith. Perso, j'ai toujours été fasciné par le travail de forgeron. Eh bien, après avoir fabriqué une 50aine d'épées, autant d'arcs, sans parler des haches et des boucliers, je peux vous dire qu'on commence à en avoir plein les bottes. Alors oui, on s'ennuie. Mais, car il y a un mais, eh bien on aime ça. Car on veut réussir à faire les armes légendaires, on veut massacrer ses ennemis, on veut découvrir toutes les différentes catégories de machins qui tuent, parce que oui, c'est aussi ça le jeu vidéo. Ce plaisir intense que l'on ressent lorsque l'on avance, lorsque l'on progresse, lorsque l'on gagne. Et qu'importe que cela soit répétitif, qu'importe le temps qu'on y passe. Quoi qu'en fait non, parce que le temps, c'est important. Vu que nous savons tous qu'il faudrait quand même ne pas oublier que, pour gagner plus, jouer plus. Et hop. C'était temps perdu, alors je voulais répondre quand même aux allégations de Greg qui sous-entendaient justement que je perdais mon temps à essayer de jouer de la guitare ou de la basse, ces autres vulgaires instruments. C'est pas vrai, hein, j'étais en train de lire Le Boucher d'Olivier Guest, c'est quand même autre chose. Je conseille ce livre à tout le monde. Avant The Place to Be, je voulais te parler des Place to Be à nous, c'est-à-dire le festival de la presse et de la jeunesse à Montreuil, qui va se dérouler début décembre, les Utopiales, qui vont se dérouler à Nantes fin novembre. Et ça s'invente pas, c'est organisé par le Beefsteak Club, c'est le salon du vampire à Lyon. Allez, tout de suite, on regarde The Place to Be. Salut, ça va? Bienvenue dans The Place to Be. Tu veux une intro super inspirée avec de l'humour, des références dans tous les sens et plusieurs niveaux de lecture? Bon ben non, non, pas cette semaine là, j'en peux plus, là, je suis fatigué, j'ai comment qu'on appelle ça, j'ai le travail là, j'en ai trop, voilà. Déjà ce matin je suis arrivé à 13h, enfin je suis claqué quoi, j'en peux plus. Mais bon, à la manière d'un Huggy, je vais tout de même te filer les bons tuyaux pour que tu saches à peu près où est-ce que tu vas être dans les jours à venir. Déjà, si t'es un rôliste et que t'es basé sur Lyon, ou sa région, t'iras à la 3e édition d'Octogone. C'est un petit event sympa organisé par la sauce Fajira, dans lequel il est question de jouer. Jeux de société, jeux de cartes, jeux de figurines, jeux de rôle, jeux de main, jeux de vilain, enfin bref, du jeu quoi. Et avec évidemment des tournois, et puis aussi la possibilité de rencontrer des créateurs de jeux carrément. Donc voilà, c'est Octogone, ça se passe à Lyon, et ça a l'air nice. Le 6 et le 7 octobre, t'as la grande fête de l'automne au Jardin japonais de Marseille. Alors donc là, il est moins question de rentrer dans un délire genre bon bah tu viens en cosplay avec ton deck mort-vivant de Yu-Gi-Oh et puis tu joues, tu fais des tournois, tout ça. Non, là-bas, ça sera plus atelier et démonstration autour de la culture japonaise. Enfin des trucs de daron quoi, mais tout aussi intéressant en fait. En plus, c'est un event estampillé The Place to Be Free. Donc voilà, ça a l'air cool. Le seul truc peut-être, c'est que, en fait, en allant là-bas, du coup, tu augmentes de manière dramatique tes chances d'entrer en interaction avec un Marseillais, quoi.
Donc encore une fois, c'est à toi de peser le pour et le contre. Du 8 au 13 octobre, c'est-à-dire pendant presque toute une semaine en fait, t'as le Japan Brest Festival qui se déroule à Brest. Et là, t'as envie de me dire, ah sérieux Médoc, le Japan Brest Festival, il se déroule vraiment à Brest? Et là du coup, moi j'ai envie de te répondre, bah ouais, je viens de te le dire, t'es bête ou quoi? Anyway, là-bas, on trouvera gavade d'ateliers et d'activités qui vont dans le sens du plaisir pour ceux qui aiment le Japon. Et là aussi, les animations sont gratuites, donc hésite pas, vas-y. Voilà, c'est tout pour cette semaine, c'est à peu près tout ce que j'ai pu relever. Encore une fois, n'hésitez pas à nous faire part de vos initiatives, des salons, des events et tout que vous organisez auxquels vous allez. Comme ça, on en parle à la télé, ça fait plaisir. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Et en attendant, reste tranquille. Et c'était Place to Be, merci Médoc. Je voulais parler un petit peu du site internet de Rêves Écrits, un site tout neuf. Vous trouverez l'adresse suivante, rêves-et-écrits.com. Il y aura quelques nouvelles critiques et surtout il y aura la liste de tous les bouquins qu'on a défendus depuis le début de l'émission, avec les liens pour se les procurer. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Pour pas oublier tous les bons livres dont on parle depuis plus d'1 an. Et à propos d'oublier, on a les oubliés de la Playhistoire tout de suite. Mes chères consoles, la Playhistoire est immensément riche et il est de notre devoir de préserver sa mémoire. Vous pensiez que le jeu vidéo, loisir par excellence, se nourrissait exclusivement de héros fictifs comme Mario, Sonic, Batman et autres Naruto? Niet! Nous allons voir aujourd'hui que certains grands noms de l'histoire, bien réels eux, ont aussi connu leur heure de gloire dans cette industrie. Et l'un d'eux n'est autre que Mikhail Gorbatchev. Surprenant, non? Mais déjà mes enfants, avez-vous une idée de qui est Mikhail Gorbatchev? Ah, iPhone, Privet, je t'écoute. Non, iPhone, Gorbatchev n'est pas l'inventeur d'Angry Birds. Gorbatchev est l'homme politique de l'ex-Union soviétique, considéré comme celui ayant permis à l'URSS de s'ouvrir vers l'Occident, mettant ainsi fin à la guerre froide. Grand réformateur, il a même reçu un prix Nobel de la paix en 1990. Et c'est entre autres pour cela que Gorbatchev, Gorby pour les intimes, était très apprécié des Japonais. En 1991, à son insu, il est même devenu le héros de 2 jeux vidéo, l'un sur Famicom, Gorby No Pipeline, et l'autre sur la console portable de Sega, la Game Gear. Il s'agit de Gambale Gorby, que l'on pourrait traduire par un étonnant « Tiens bon Gorbatchev !» Et c'est ce dernier qui nous intéresse aujourd'hui. D'entrée de jeu, l'animatique de Gambale Gorby est lourde de sens et même politiquement très engagée. Nous voyons ainsi une foule immense de Russes faisant la queue pour entrer dans un magasin manquant cruellement de marchandises. Découvrant cela, Gorby prend les choses en main pour aider son peuple à subvenir à tous ses besoins vitaux. Pour parvenir à ses fins, il n'hésite pas à rentrer dans le tas et à évincer tous les anti-réformistes qui tentent de lui barrer la route. Oui, PS3. Tu veux savoir si Gorby va se servir d'une faucille et d'un marteau pour trucider ses opposants comme dans God of War? Non. Une fois le jeu lancé, Gorby et son célèbre angiome sur le dessus du crâne se retrouvent dans une usine et doivent actionner des switches ou encore déplacer des rails. Tout au long de la quarantaine de niveaux, le soviétique distribuera pain, viande, accessoires et même médicaments par le biais d'aiguillages plus ou moins complexes. Les clients et les nécessiteux attendent tous au bout de la chaîne que la marchandise leur arrive dans le bon ordre. Mais gare aux opposants politiques qui tenteront de mettre du vinaigre dans la vodka du dirigeant. Heureusement, pour se défendre et les immobiliser, Gorby pourra leur montrer son désaccord en leur crachant dessus. Bon, ce n'est certes pas très distingué, mais c'est toujours plus diplomate qu'un coup de marteau et de faucille en pleine face, n'est-ce pas PS3? D'un point de vue ludique, Gambale Gorby n'est pas forcément le puzzle game du siècle, loin s'en faut. Mais il est la preuve que le jeu vidéo, produit de distraction par excellence, peut aussi faire passer des messages politiques forts. C'est d'ailleurs pour son engagement politique insolite que cette cartouche Game Gear mérite aujourd'hui de figurer dans tous les bons livres de Playhistoire. Cela dit, on ne s'étonnera pas de constater qu'en Occident, le contenu de Gambale Gorby ait été légèrement retravaillé. Tout d'abord, le titre devient Factory Panic et toute allusion à Gorbatchev est supprimée. En place et lieu du soviétique au crâne dégarni, les développeurs de Sega ont préféré utiliser un petit garçon, sans nom, mais bien chevelu lui. Peut-on parler de censure?
La seule certitude, c'est qu'on imagine bien le malaise des parents de l'époque à l'idée d'offrir un jeu à leurs enfants dont le héros est un homme politique d'un pays en crise. Ma petite Wii, tu as une remarque à faire? Tu as cru voir des Game Gear au milieu des médicaments et des vivres de première nécessité? Eh oui, dans Gumball et Gorby, il semblerait que l'ancien chef politique distribuait aussi des consoles portables Sega aux enfants russes désœuvrés. C'est étonnant, oui, et personne n'est en mesure de nous expliquer l'origine d'une telle idée. Bah après tout, c'est peut-être cela que l'on appelle les grandes énigmes de la préhistoire. Bon, les enfants, c'est l'heure de la récréation, vous pouvez y aller, on se retrouve la semaine prochaine, merci. Allez, c'en est fini de ce 101%, alors c'était du cinéma bien sûr, avec Greg on s'adore, on essaye même de faire de la musique ensemble. Il en fait plus que moi, ou beaucoup mieux, mais on essaie de faire de la musique ensemble. Et retrouvez-nous sur Rêves Écrits et à bientôt.